Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à l'AFI Hebdo. Nous y sommes encore cette semaine et pour débattre de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Il s'agira bien sûr de l'affaire de 46 militaires, médiation du Togo, mémorandum signé, une délégation ivoirienne à Bamako. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on peut s'attendre à un dénouement heureux dans les jours à venir? La libération des 46 militaires, est-ce qu'on peut s'attendre à ça prochainement? C'est de ça qu'il s'agira avec les invités sur ce plateau. Où va exactement la transition? Il s'agit du chronogramme. Est-ce que le chronogramme sera donc respecté? On en parle puisque nous sommes sur la dernière ligne droite de la transition. Il ne reste que l'année 2023 pour organiser les élections et ce sera en février 2024. Alors, un autre sujet, où en est-on avec le projet de la nouvelle constitution? Insécurité dans les régions du Nord, Gao, Tombouctou, voici les sujets qui vont meubler l'actualité, en tout cas le débat de ce soir. Nous avons sur ce plateau pour en parler trois bons invités. Il s'agit bien sûr de M. Monoko Touali, DG Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Monoko Touali, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis toujours heureux d'être associé à vos réflexions en m'invitant et je suis déjà aussi très content de retrouver les pertinents co-débatteur que je connais, Badou Escobar, qui n'est plus à présenter, le frère qui est aussi une éminente plume de la place et que je suis content de les retrouver ce soir. Très bien, merci beaucoup. Nous avons, comme il le disait, messieurs, Badou Escobar. Il est le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Monsieur Badou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fabrice, c'est moi qui vous remercie. Donc je profite de votre plateau pour remercier rapidement Monoko Touali qui a accepté de nous prendre sous son aile parce que c'est un éminent débatteur, c'est un éminent analyste. Il ne rate jamais le coche. Donc j'en profite aussi pour saluer le frère Bruno qui aussi est un grand analyste qui participe à tous les débats pratiquement quand il s'agit du Mali. Donc pour terminer, je salue le personnel de Alafia Hebdo, et une chaîne de télé qui ne cesse de progresser, et remerciements également à tous les auditeurs et auditrices qui en ce moment sont en train de nous écouter et de nous regarder. Très bien, merci. Le dernier invité, il s'agit bien sûr de M. Bruno Segbedi, directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fabrice, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue les téléspectateurs. Dites-nous comment va Mali Horizon. Mali Horizon se débrouille, se porte bien. À l'image du pays, il y a quelques difficultés pour la presse en général, mais on se débrouille pour être dans les kiosques. Très bien, ça fait très longtemps que nous vous avons pas eu sur ce plateau. Vous nous avez manqué naturellement également à nos téléspectateurs. Alors, premier sujet pour débattre, en tout cas pour entamer. Affaire des 46 militaires, une délégation ivoirienne était à Bamako, mémorandum signé avec la médiation du Togo. Est-ce qu'on tend vers un dénouement heureux de cette affaire? Avant de répondre si on tend vers un dénouement, il faut reconnaître que cette affaire a commencé par durer. Ça a défrayé la chronique, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et je crois que les pressions se sont intensifiées, d'une part comme de l'autre, c'est-à-dire du côté de la partie malienne comme de la partie ivoirienne. Et la partie ivoirienne surtout, je crois, dans les traditions en Côte d'Ivoire et un pays à dominance un peu chrétienne, les fêtes de fin d'année, c'est des moments de retrouvailles des familles. Donc je crois que les pressions se sont accentuées en Côte d'Ivoire. Et le fait que le chef de l'État ivoirien s'est rallié encore à la médiation togolaise pour venir en délégation togolo-ivoirienne ici, et cela aboutit à la signature du mémorandum, je crois sincèrement que quelque chose va se passer dans les prochains jours. On tend vers le dénouement, je crois. Très bien. Est-ce que finalement la partie ivoirienne a fait balater dans cette affaire? Oui, en termes de partie ivoirienne a fait balater, moi je pense que c'est toutes les parties ont fait balater. C'est comme ça que je pose l'équation. Parce qu'on est en Afrique et il y a un problème qui se pose entre frères africains. On tient compte de nos voisinages, de nos liens, de nos relations, quelles que soient les raisons que X ou W pourrait exprimer. C'est en cela que toutes les fois que nous avons eu l'occasion de participer à des débats sur ce sujet, nous avons toujours appelé à l'apaisement, à l'esprit
au sens profond de l'Afrique qui a besoin de s'unir. Parce qu'on fait le grand combat aujourd'hui panafricain, et ce combat panafricain qui nous oriente vers ceux qui pillent l'Afrique, en interne, il faut qu'on s'attende. Alors, vous connaissez ceux qui pillent l'Afrique? Ah oui, vous ne pouvez pas le nier. Il y a la France qui est déjà là. Pourquoi aujourd'hui tout le monde frappe la France? C'est l'Occident qui nous a mis dans cette situation. Il y a le monde arabe qui nous a mis dans cette situation. On est en train de... J'espère que ce n'est pas des allégations, des fausses accusations. Non, il n'y a pas d'allégation. Dès l'instant qu'on sait aujourd'hui... Je vous ai parlé, revenons au sujet, est-ce que la partie ivoirienne n'a pas fait bas à terre? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, justement, comme vous avez saisi la balle au rebond, on devrait même rebondir jusqu'au bout, mais Dieu merci, vous êtes revenu. On va revenir là. Je dis simplement que les deux parties avaient besoin de mettre balle à terre. C'est les deux parties. Les deux parties. Très bien. On est en Afrique. Donc, aujourd'hui, le fait que la délégation togolaise qui s'est toujours battue pour que l'attente soit entre les deux pays frères et que aujourd'hui le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo se retrouvent pour en parler, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est ce que nous avons souhaité depuis très longtemps. Il faut que nos problèmes africains aient des solutions africaines. En interne, il faut toujours aller dans l'endogamie, y sortir des solutions qui pourrait satisfaire à toutes les parties, et je suis d'accord qu'ils s'y retrouvent. Très bien. Alors, est-ce que la médiation togolaise, Badou, est-ce que la médiation togolaise est en train de réussir? Je crois que la montagne va accoucher d'une souris, dans la mesure où les deux parties vraiment sont en train de se comprendre. Et au nom de la fraternité africaine, Ivoiriens et Maliens ont accepté afin de mettre à bas la terre, de se parler, de discuter, d'échanger et de fumer le calumet de la paix. C'est très important, il faut le souligner. Quand vous voyez la composition même de la délégation ivoirienne, Téné Birama Ouattara, photocopie, ministre d'État, ministre de la Défense, le chef de cabinet d'Alassane Dramane Ouattara, Fidel Sarasoro, et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dissé. Donc vous vous rendez compte que les deux parties sont déterminées à aller à la paix, les deux parties sont déterminées à ce que nos compatriotes, parce que quand il s'agit d'Ivoiriens, il s'agit de Maliens, c'est nos compatriotes. Donc les deux parties sont déterminés à ce que ces 46 militaires puissent enfin rentrer chez eux et fêter les fêtes de fin d'année. Je crois qu'au début, les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes n'ont pas pu se comprendre, n'ont pas pu embaucher dans la même trompette en raison de certains facteurs. Mais le fait que le problème s'est retrouvé sur la table africaine, sous l'arbre à parable du continent africain, donc les Maliens ont compris qu'il fallait trouver un terrain d'entente avec les Ivoiriens. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, vous partez dans le Poro, dans le Tchologo, dans le Ouroudou, côté ivoirien, vous partez dans le Kénodougou, dans le Folona, dans le Kawela, côté Mali, c'est les mêmes ethnies, c'est les mêmes peuples. Donc il n'y a aucune raison à ce qu'on continue vraiment à mettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, cette affaire a un aspect juridique. Ces 46 militaires ont été inculpés, c'est-à-dire l'affaire est devant la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les libérer comme cela? Non, il est vrai que la justice est indépendante. Mais reconnaissons aussi que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est quand même le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut peut-être prendre des mesures pour les gracier. Donc ça c'est de son ressort. C'est de son ressort. Donc il a plus d'un tour dans son sac pour pouvoir trouver une solution. Mais encore une fois, la justice quand même est indépendante. Peut-être quand la justice va finir de faire son travail, donc le dernier mot reviendra au colonel Assimi Goïta qui va prendre les dispositions nécessaires pour que les 46 militaires ivoiriens puissent rentrer chez eux et fêter les fêtes de fin d'année dans leur famille. Alors, M. Bruno Segmedi, directeur de publication du journal Mali Horizon, est-ce que vous pensez, comme certains le disent, certains observateurs, que la France a une main derrière ces 46 militaires ivoiriens que les autorités maliennes qualifient de mercenaires? Bon, dans les faits, il n'y a pas... l'implication française ne transparaît pas dans les faits, parce que le décollage de cet avion, c'est Abidjan. Les militaires là ont quitté la Côte d'Ivoire. Et donc, avant même que ces militaires là ne débarquent, il y avait déjà le torchon brûlé un peu au niveau des sanctions, le rôle que le président Ouattara jouait au niveau de la CEDEAO. Il y avait déjà une tension. Oui, il y avait déjà une tension entre le Bamako et Abidjan. Donc, je crois qu'il y avait un climat un peu de suspicion, ce qui a pu augmenter la vigilance au niveau de la sécurité aéroportuaire, et on a rapidement
détecté ces débarquements de ces militaires avec un autre avion portant des armes. Et donc cela a maximisé la vigilance. On les a arrêtés avec le contrôle. Mais je voudrais rebondir par rapport à... Vous avez introduit M. Koba en disant que la montagne va accoucher d'une souris, mais après je crois que vous nous avez rallié en disant que bientôt probablement on va relâcher ces militaires-là. Moi je crois que il y a une lassitude même des deux côtés. On ne peut pas, quand bien même la justice a son temps, le dossier est judiciarisé. On attendait à ce qu'il soit jugé avant peut-être d'espérer une grâce présidentielle, mais tant que la justice a peut-être d'autres chats à fouetter, j'ai compris que la délégation qui s'est renforcée en allant vers Lomé, le médiateur, pour venir, je crois que c'est pour dépasser le volet judiciaire. Et hier, quand on suit le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il parle de la voie diplomatique. Il a plus mis l'accent sur la voie diplomatique. Donc je crois que c'est un peu comme si le judiciaire va rester un peu en stand-by et les autorités politiques vont dialoguer pour s'entendre. C'est la motivation, je crois, de ce mémorandum. Les deux parties sont visiblement fatiguées et il faut que chaque partie sauve la face, et notamment la Côte d'Ivoire qui ne doit pas perdre la face. C'est pourquoi ils ont été bien accueillis, comme vous l'avez dit, les délégations. On a vu, c'est des personnalités. C'est le frère au président Ouattara, plus son homme de confiance de la présidence, Sarah Soro. Est-ce que c'est une bonne chose de ne pas laisser la justice aller jusqu'au bout de cette affaire? Vous savez, à un niveau donné, on parle de la raison d'État. Quand c'est des sujets trop complexes, des sujets touchant à l'intérêt même de l'État, quelquefois la justice peut être court-circuitée. Vous savez, on a beau proclamer l'indépendance de la justice, mais dans tous les textes, on sait que c'est le pouvoir exécutif, le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, définit la politique judiciaire du pays, donne des instructions au parquet, le ministère public. Donc, on peut dire, ce dossier-là, cessez de le poursuivre. Et on gère ça au niveau politique, au niveau plus élevé. Donc, si on doit laisser libre cours à la justice, ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps. Et il y aurait on peut avoir appel, interjeté appel, pouvoir, cassation, alors que tout le monde, je crois, avec l'hospitalité dont Badou a parlé, les peuples qui sont les mêmes, on reconnaît qu'il faut libérer ces gens-là pour qu'ils aillent fêter bonnement en famille. Donc je crois que c'est cette nécessité et cet humanisme des deux côtés, des deux dirigeants, qui vont finir par se dire, bon, ben, on a tiré sur la corde, mais il faut sauver la face. Très bien. Alors, M. Touali, est-ce que vous pensez à la même chose lorsqu'il s'agit de laisser la justice poursuivre son travail? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous clamons des fois que la justice ne fait pas son travail, est-ce qu'il ne faut pas la laisser aller jusqu'au bout de cette affaire? Oui, vous parlez de la justice et nous avons, en tant que citoyens, l'obligation de respecter la justice. Mais tout citoyen sait aussi ce qui se passe dans chaque pays par rapport à la justice. Donc la justice n'est pas une référence en tant que telle. La justice n'est pas une référence en tant que telle. Non, ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, puisqu'on en a vu beaucoup. Il y a des gens qui sont même d'autres, pour des problèmes, ils sont dans les prisons, ils ne sont pas encore, du point de tous certains civils sont dans les prisons, ils ne sont pas encore jugés. Il y a d'autres, ceux qui y meurent, ainsi de suite. Donc on ne peut pas incriminer la justice, on la respecte, mais elle n'est pas aussi une référence en Afrique dans tous les cas. Ce qui est important ici, il s'agit de deux États frères, deux nations sœurs, qui malheureusement se retrouvent sur un sujet très sensible et qui les met mal à l'aise. Il faut en finir. Et cela que je suis d'accord avec la précision du frère Bruno et l'introduction de Bado, qu'il faut nécessairement donner la chance à ce que cette histoire soit vraiment finisse. En termes diplomatiques, vous avez fait allusion à la diplomatie, il faut que la diplomatie prenne le pas. On a vu, c'est un chef d'État un matin, au cours des bonnes années, même les gens que la justice a mis en prison, ils peuvent être graciés par un chef d'État. Donc, il y a des mécanismes en Afrique pour résoudre le problème. Et d'ailleurs, quand ça a commencé, c'était les griots qui ont marché pour aller voir le Premier ministre pour dire qu'il faut sortir de cette situation. Après, les religieux et beaucoup de personnalités, même le Togo a fait le va-et-vient, il faut que ça finisse.
Il faut que ça finisse. Il s'agit d'une situation entre frères. Ça, c'est un premier point. C'est pourquoi je dis, il a même dit, la justice peut prendre du temps. La justice te prend, on peut te condamner, le dossier peut traîner pendant 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'il faut rester entre deux pays? C'est très sensible. Il faut sortir de la situation. Ce qui est important aujourd'hui, les frères ont besoin de s'attendre. Le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Et la situation très sensible que traverse le Mali, il y a tellement d'enjeux que ce sujet-là, il faut faire l'économie de certains détails pour vraiment finir avec et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On est dans une situation aujourd'hui, vous avez dit, le pays a des crises, et des crises sont de multiformes, il y a des réalités, il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de la nourriture, il y a beaucoup de situations auxquelles le pays a fait, et la transition par rapport au chronogramme dont vous parlez, le pays a tellement de sujets, il y a tellement de sujets, ce dossier-là, entre frères, il faut simplement dire que ça ne se répète pas. Très bien. Merci, M. Touali. Par rapport, peut-être, une dernière question sur ce sujet. Dire, par rapport à cet aspect, et le dossier est judiciarisé, mais cela n'a pas empêché qu'on a libéré les 3 soldats, les dames. On a parlé de raisons humanitaires. Oui. Humanitaires. Mais il y avait déjà la procédure judiciaire qui était engagée. Mais ça n'a pas empêché que, par rapport à l'aspect humain des choses, on les a libérés. Oui, ils sont tous arrêtés dans le même lot. Si on a pu libérer 3 soldats pour des raisons humanitaires, ça, moi je crois que le fil est déjà dessiné pour qu'on parachève le processus par la voie diplomatique, la voie politique, et que le judiciaire constate les faits et s'incline devant l'autorité politique. Très bien. Voilà. Alors, M. Balou, supposons que ce jour, 10 juillet dernier, ces militaires n'ont pas été arrêtés. Comment on peut imaginer la suite? Bon, il y a quand même des zones d'ombre, parce que vous savez que la plupart des opposants à la transition se trouvent en Côte d'Ivoire. Le cas d'Anea Camara est là, qui a l'habitude de dire que, bon, à partir de février, il s'autoproclame président de la République du Mali. Il y a le fils de l'ancien président, Karim Keïta, qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il fait l'objet, je ne sais pas, de quelque chose aux États-Unis, on n'en sait pas trop. Ensuite, il y a Thiaman Hubert, qui a été ministre quand même de la Défense, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve aussi à Abidjan. Donc, quand on tient compte de tout ça, et la façon dont les 49 militaires ivoiriens, entre guillemets, mercenaires sont venus, vraiment, il y a de quoi avoir des inquiétudes, parce que d'abord, il a rappelé, 49 militaires, ou bien 49 mercenaires débarquent dans un pays, à leur suite, un cargo rempli d'armes et de munitions, ça ne s'explique pas, surtout qu'on sait que à un moment donné, les rapports entre Abidjan et Bamako, ce n'était pas tellement ça, et surtout que à un moment donné, il y a des partis politiques qui avaient décidé de manifester pour dénoncer certains actes de la transition. Bon, pour les autorités de la transition, est-ce que ces gens n'allaient pas s'habiller en tenue militaire malien, infiltrer la foule, tirer sur certains manifestants et mettre ça sur le compte des autorités de la transition? Donc voilà des choses qui ont fait que du côté de Bamako, il y avait des inquiétudes. Mais je pense que mes 2 confrères l'ont dit, on va vers un dénouement heureux. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les 2 pays s'entendent. Vous savez que l'objectif stratégique commun aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme, qui est devenu un phénomène transnational. Très bien. La Côte d'Ivoire a été la cible d'attaque, le Togo a été attaqué récemment, le Bénin aussi. Oui. C'est pour qu'il y a eu l'initiative d'Accra. Et je pense que la CEDEAO aura le bon sens aussi de mettre sur pied une force de réaction rapide à l'image de ce qui a existé dans le temps. Comment passer déjà au Mozambique, dans la province du Cabo Delgado, les pays de la SADC, c'est vrai, les Rwandais ont été les premiers à intervenir, mais les pays de la SADC également ont déployé rapidement des troupes là-bas pour circonscrire le phénomène. Je pense que l'objectif aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire des militaires ivoiriens. L'objectif, même, c'est la survie des pays de la CEDEAO. Parce que le terrorisme est une hydre et ce terrorisme est en train de se propager vers les pays côtiers. Donc, il vise de trouver une solution urgente à cela. Très bien, nous changeons de sujet rapidement. Il s'agit du chronogramme de la transition, en tout cas chronogramme proposé. Est-ce que ce chronogramme sera respecté? Il ne reste que l'année 2023 et les organisations des élections, en tout cas l'organisation des élections se fera en 2024, précisément en février, selon le chronogramme. Où va la transition? Est-ce que ce chronogramme sera respecté? Est-ce que les signaux sont clairs? Du côté des acteurs politiques, d'un certain nombre d'acteurs politiques, il y a des craintes que le chronogramme ne soit pas respecté.
Ousseynou Amio Guindo, le leader de la CODEM, lors de son congrès le week-end dernier déjà, disait qu'il y a des craintes réelles pour qu'il y ait un glissement. Mais quand on entend le discours officiel des autorités, notamment celui qui était Premier ministre par intérim, le ministre d'État de l'administration territoriale, il rassure que tout sera fait pour que le chronogramme soit respecté. Maintenant, quand on pèse la lourdeur même de l'agenda, de la succession des élections, les élections locales sont prévues déjà en juillet 2023. Voilà. En juillet 2023, les élections locales. Est-ce qu'on a encore assez de temps? Voilà. Or, par rapport au déploiement de l'EGE, qui est une nouvelle autorité indépendante de gestion des élections, ce déploiement qui apparemment est un peu lent, et la finalisation, la commission de finalisation par rapport au référendum qui venait d'être nommé par décret, installé par décret, il reste maintenant la phase concrète de la chose. Donc par rapport à ces éléments-là, on sent un engorgement du chronogramme. Si cela n'est pas délesté, c'est-à-dire qu'on abandonne certains scrutins pour qu'il y ait une fluidité afin d'accélérer le processus, il y a de forts risques que le chronogramme tel que défini, qu'on arrive à déborder février 2024. Très bien. Pour la présidentielle. Alors, est-ce que ce chronogramme sera respecté avec cette lenteur et lourdeur dont parle M. Bruno? Est-ce que vous pensez que, avec tout ceci, les élections seront tenues, le chronogramme sera respecté? M. Touali. L'inquiétude est là, mais on fait confiance aux autorités. Mais ça n'empêche pas aussi d'analyser. On a toujours dit, et partout, nous avons eu l'occasion de nous exprimer pour dire non, allons à l'essentiel. L'intervention de l'abbé au pouvoir en 2020, je crois, c'est ça, non? Du jour 2020, ils ont demandé à ce que, vite, l'ordre constitutionnel soit établi. Il y a eu la charte de la transition qui a été faite et qui a également donné des grands axes. Après, c'est vrai qu'il y a eu la restitution, et la rectification du moins, et après ils ont décidé que c'est à une période bien définie. De mon point de vue, à la faveur de cette idée, ce qui devrait prévaloir, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour que vite on retrouve l'ordre constitutionnel normal et qu'est-ce qu'on fait pour trouver les moyens nécessaires, les mécanismes, tout ce qui va concourir à la réussite de cette transition. C'est ce qui était important. On a engagé tous les débats, tous les niveaux. Il y a eu beaucoup de pertes de temps. C'est vrai que pour des questions tout à fait sensibles, il y a une grande raison, on n'en discute pas. Mais l'essentiel était de se concentrer sur cette transition. Beaucoup ont même pensé que la transition devrait faire 10 ans, 15 ans. Beaucoup ont même imaginé une transition de 60 ans, 90 ans. Ils ont oublié que la transition est un petit moment. Ce petit moment, il faut le gérer. On ne l'a pas géré. On a fait beaucoup plus de débats. On ne l'a pas géré. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? On ne l'a pas géré. Tout le monde devait se concentrer. Ça veut dire qu'on est déjà en retard. Oui, mais le retard, pour justifier le retard dont parle le frère, le retard est une conséquence. Tout retard est une conséquence. À la première heure, on l'a ici dit, et dans d'autres chaînes, le premier responsable de la primature devrait réunir tous les partis politiques au départ. Devrait faire en sorte que tout le monde chante parle le même langage, siffle dans la même trompette, pour que tous les Maliens unis. Est-ce que c'est son rôle? Oui, c'est son rôle parce qu'en une transition, il n'y a pas d'opposition, par définition. Une transition n'a pas Dans quel document cela est-il écrit? Ah, bien entendu. Une transition n'étant pas le pouvoir légal, personne ne peut se dire que je suis de tel bord, de tel bord. C'est une transition, par définition. C'est un moment exceptionnel. C'est ça la définition d'une transition. Je suis d'accord avec la question pertinente que vous posez, mais elle mérite aussi cette réponse-là. La transition est un moment exceptionnel. Mais ce premier retard-là, ça peut être mis dans le compte de la rectification, après la rectification. Mais c'est toute une... Oui, nous sommes dans la rectification. Oui, c'est comme si, à partir de la rectification, on a commencé le temps zéro. Hein. Voilà. Oui, justement, donc, zéro, il faut aussi éviter le prochain zéro. Donc, il fallait, à partir de ce zéro-là, se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est dire, on doit faire les élections. Est-ce que jusque-là, la transition ne s'est pas concentrée sur l'essentiel? Mais on parle d'inquiétude.
Tous les partis politiques... Mais est-ce que l'essentiel est là ou pas? Oui, mais qui va faire les partis? Quand on parle des élections, c'est des partis politiques. Okay. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Or, pour qu'il y ait les élections, il faut inviter la classe politique pour qu'elle soit aussi actrice de ce qui va se passer comme étant élection. Ce sont les animateurs. Ils ont créé les partis et les mouvements politiques au fait de la conquête et la gestion du pouvoir. C'est leur mission, c'est leur responsabilité. Personne ne peut jouer ça. Ce n'est pas la société civile qui va jouer leur rôle. Donc, cela devrait faire en sorte qu'on convainc tous les partis politiques. C'est pourquoi j'ai salué le Premier ministre intérimaire, là, le colonel Ablaye Maïga, qui a pu convaincre, aller à la rencontre des partis politiques et échanger avec eux pour dire revenez. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Que le résultat soit peut-être palpable ou pas, mais l'acte est déjà quelque chose de très important. C'est ce qu'il fallait faire. Réunir tous les partis politiques, associer les sociétés civiles, tout le monde. Sûrement que vous reprochez quelque chose au docteur Choguel Kokola Maïga. Mais je le lui ai reproché, c'est le bête foi, pour tout le respect que j'ai pour cette grande nation. Le Premier ministre, au premier rôle, c'était pas de dire qui est contre la transition, qui n'est pas. Sa mission, c'est de réunir tous les Maliens. C'est ça, là. Nous, les Africains, nous aimons l'Afrique. On veut que tous les débats que nous faisons soient des débats objectifs. Il faut réunir tous les Maliens autour de la transition. Les militaires, ils ne sont pas des politiques. C'est des gens du terrain. Ils sont venus à la politique. Il faut les associer. Il faut amener tout le monde autour d'eux, les soutenir pour réunir leur mission et partir la tête haute. C'était ça. Et donc, si les militaires ont dit, ils n'ont pas choisi un Premier ministre, ils ont dit, on donne le choix au M5RP de nous faire le choix d'un Premier ministre. Les militaires n'ont pas choisi de ministre. Donc, si le M5RP a choisi un Premier ministre... Vous parlez de quel M5RP? Ça, c'est un autre débat. Non, non, c'est très important. Non, non, non. C'est très important. Ce n'est pas notre débat. C'est une continuité. Et que cette même classe se divise. Et ne s'entend pas avec le Premier ministre. Les partis politiques aussi sont divisés de l'autre côté. Ce n'était pas le vœu, de mon point de vue, de cette transition, encore moins des militaires qui gèrent la transition. Eux, ils voulaient que tout le monde les associe. Maintenant, on va à une phase directe, comme vous l'avez dit, la dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite nécessite que les élections se fassent. Avec qui? Il faut que tout le monde s'y implique. Les partis politiques vont mettre de l'eau, comme on le dit, Nyamakouji un peu d'eau dans leur Nyamakou, pour revenir à la table des négociations, accompagner la transition. Très bien. Et moi, je ne souhaiterais plus qu'à cette phase-là, il y ait des divergences. Mon souhait est que tout le monde s'unisse autour de cette transition, l'aide à réussir le pari. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, M. Badou, est-ce qu'on peut s'attendre très prochainement, surtout dans la nouvelle année, à ce qu'il y ait révision du fichier électoral, révision de la liste électorale? Pour l'instant, on peut dire que le processus suit son cours normal s'il n'y a pas d'autres difficultés. Mais la réalité, c'est que tout sera lié au tout sécuritaire. Tout dépendra du retour de la sécurité. Il faut qu'il y ait le maximum de sécurité sur le territoire national. Parce que si on organise les élections dans certains contextes, ce sont ces mêmes partis politiques qui vont s'agiter pour dire qu'il y a eu fraude dans telle localité, parce que l'administration n'est pas présente, parce que le pouvoir central n'est pas présent. Donc, il faudrait résoudre le problème sécuritaire. Et une fois le problème sécuritaire est résolu, je pense qu'on pourrait aller à des élections crédibles, transparentes et respectées par tous. Est-ce qu'on peut résoudre totalement ça? Puisque les dernières élections, même organisées avec le président Feuille Ibrahim Boubacar Keïta, en mars 2020. Voilà. Oui, les élections législatives. Effectivement, l'insécurité était déjà là, elle n'était pas résiduelle, elle était réelle. Ce n'était pas une insécurité résiduelle, mais c'était une insécurité réelle. Est-ce qu'on peut aller totalement au bout de l'insécurité avant d'organiser les élections? Il faut qu'il y ait le maximum de sécurité pour pouvoir organiser les élections. Dire qu'on peut libérer l'ensemble du territoire d'ici là, moi je pense que ça relève du... Il ne faut pas rêver, ça relève du rêve, il ne faut pas trop rêver. Mais ce qui est sûr et certain, comme il l'a dit, tout dépendra de la façon dont les partis politiques et les autorités de la transition vont gérer la situation. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que nous sortons des querelles de personnes. Parce que si nous ne sortons pas des querelles de personnes, on ne pourra rien entreprendre. Il y a eu les assises nationales de la refondation qui ont dégagé un calendrier clair par rapport à l'organisation de ces élections, par rapport au retour à un ordre constitutionnel normal. Je pense que si nous partons avec ce calendrier, au bout du rouleau, je crois que le président sera élu en février. Mais si les partis politiques continuent à s'agiter, continuent à faire le tralala, je pense qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire en sorte que le Mali puisse sortir de cette situation. Parce que nous vivons un régime d'exception, c'est la vérité. Or, la communauté internationale n'accepte plus les régimes d'exception. Disons-nous la vérité. Et je pense que la classe politique aura la sagesse quand même vraiment de contribuer
à ce qu'on puisse mettre les gaz afin qu'on puisse aller à des élections et vraiment pour que le Mali puisse retrouver, pour que le Mali puisse redevenir vraiment un État respecté dans le Conseil des Nations. Très bien. Pour le moment, la situation du pays, il faut le rappeler, c'est dû à la classe politique. Parce que c'est la classe politique qui a péché. C'est pour cette raison que les militaires ont fait irruption dans la surface de réparation du champ politique. Disons-nous cette vérité. Donc le jour où les politiciens vont bien se comporter, il n'y aura plus de coup d'État. Mais aussi longtemps que les politiciens vont mal se comporter, vont plutôt songer à leur type digestif, il y aura toujours des coups d'État. Et puis pour terminer, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, et j'ai suivi le sondage d'Afrobaromètre Grit. Si vous prenez 10 Maliens, sur 10 Maliens, 8 Maliens pensent que les militaires doivent rester au pouvoir, la transition doit rester. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le peuple malien en a marre du comportement. Mais certains disent 5 ans, le doyen l'a rappelé, d'autres disent 10 ans, d'autres disent 20 ans. Pour le Malien lambda, ceux qui sont venus à partir de 91 pour gérer ce pays-là, c'est eux qui ont mis ce pays-là dans le trou. Donc il faut que ces personnes soient écartées. Il faut qu'on les désarme financièrement pour qu'ils ne puissent pas causer d'autres dégâts. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Justement, moi j'ai toujours eu du mal par rapport à ce discours-là. Ce sont les partis politiques qui ont mis le pays dans cette situation. C'est un discours vraiment qui, vous m'excusez, c'est un peu indécent pour moi. Lorsque les partis politiques, vous savez, il n'y a pas de politique sans parti politique. Un pays, c'est géré essentiellement par des acteurs politiques. Parce que c'est à travers les partis politiques qu'on a des projets de société. Et lorsque ces partis politiques géraient le pays, les autres acteurs étaient où? Aujourd'hui, bien malin qui va prouver que l'armée n'est pas politisée. Les militaires ont des accointances politiques. Donc c'est trop facile de dire les partis politiques, c'est eux qui ont plongé la situation dans ce pays et que les militaires peuvent être des solutions, ont des solutions. Oui, ce sont des anges, voilà. Non, c'est ce discours-là, ce n'est pas le discours qui va renforcer la démocratie. Il y a une charte des partis politiques. Il dit il faut les délester de leur tube digestif. Justement, je trouve que la problématique du financement des partis politiques pourrait être un élément qui va retarder le chronogramme aussi électoral. Avant-hier, la CODEM, l'ADEMA, qui sont des partis quand même importants, des partis politiques importants, je ne suis pas en train de les applaudir, sont sortis pour demander que la loi, c'est une loi de 2000, je crois, de l'année 2000, portant charte des partis politiques, qui instaure l'obligation pour l'État de financer les partis politiques chaque année. C'est une loi. Et cette loi n'est pas encore abrogée. Brusquement, à partir de 2018, c'est vrai, sous le régime IBK, cela a pris du retard jusqu'aux événements M5. Aujourd'hui, de 2018 à aujourd'hui, les financements publics ne sont pas payés. Ne sont pas payés, versés aux partis politiques. Alors que c'est une loi qui l'impose. Or, ce financement, la loi dit que ça permet aux partis politiques de former leurs militants, d'aller aux assises, les congrès, voilà, etc., d'aller à la rencontre des militants par rapport aux élections. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est vrai, tirent le diable par la queue. Et je suis sûr que lorsque on va s'approcher des élections, il y aura une levée de bouclier par rapport à ça. L'ADEMA et la CODEM ont dit, c'est une loi, tant que la loi n'est pas abrogée, tant qu'on est républicain, on veut respecter l'état de droit, il faut payer l'État, il faut payer au moins par tranche depuis 2018 pour mettre les partis politiques dans les conditions de pouvoir participer. C'est trop facile de dire, c'est les partis politiques. Les autres acteurs, la société civile, les autres militaires étaient où? Donc c'est trop facile de dire qu'ils sont des anges, eh bien, donnons-leur une transition de 10 ans. Ce sera un état d'exception. La communauté internationale n'accepte plus ça. Il faut gouverner lorsqu'on part aux élections, on est gagné. De mauvaises élections valent mieux que pas d'élections. Voilà le principe qui est reconnu par là. Où on encourt encore le risque des sanctions. Quand on va aller vers des glissements, c'est vrai, on a dit que le Mali a les dos larges pour supporter. On avait déjà supporté l'embargo. Si on est dans cette dynamique-là, les effets de l'embargo sont là. C'est un grand risque de continuer dans cette gouvernance-là en se disant laissons tout le temps aux militaires, c'est eux qui gèrent mieux. Suivez mon regard. Aujourd'hui, par rapport à la transparence, il y a eu des acquisitions de matériel. Il y a eu l'armée monte en puissance, ça c'est réel. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu il n'y a pas encore de compte rendu public
par rapport aux acquisitions, par rapport aux achats. Donc on ne peut pas dire que certains sont des anges, d'autres sont des démons. Ce n'est pas un discours qui rassemble. Voilà, cette question, avant que je n'oublie peut-être, une mauvaise élection vaut mieux que pas d'élection. Oui, oui. Parce que ça donne, qu'est-ce que cela veut dire? Ça donne une onction républicaine. Vous savez, peu d'électeurs qui sentent que c'est nous qui avons choisi X pour nous gouverner dans telle circonscription. Les gens ont parlé de sécuriser les capitales régionales pour faire des élections. Quand la capitale régionale, Ségou, Sikasso, Mopti, etc., aujourd'hui il y a une certaine sécurité, au moins dans ces capitales régionales, que les gens aillent aux élections, aillent aux urnes là-bas, ils reconnaissent que c'est Badou que nous avons choisi. Et il y a cette disponibilité à payer les impôts par rapport aux maires, par rapport aux gouverneurs de région, par rapport aux autorités locales. Parce que c'est nous qui les avons choisis. Est-ce que vous voyez? Mais quand c'est un pouvoir d'exception qui nomme X, Y, reconnaissez que les gens ne soient pas aussi aptes, les gens ne soient pas aussi zélés parce que nous n'avons pas participé au choix de ça. Ça, c'est un droit minimum au peuple de participer aux élections. Donc, ce n'est pas bon, c'est anti-républicain de dire qu'un pouvoir d'exception perdure. C'est anti-républicain. En tout cas, foncièrement, je ne crois pas que ce soit un bon discours si on veut respecter l'état de droit. Mais j'attends quand le doyen va... Je ne crois pas que ce soit un bon discours. Très bien, vous avez Il été faut compris, un minimum d'élections, un minimum de légalité, même de si transparence. Mal organisé, hein? Même si cette élection était mal organisée. Il n'y a pas d'élection organisée à 100%. On a vu aux États-Unis. La meilleure démocratie. Non, quand vous donnez l'exemple des États-Unis, prenons le cas du Togo, par exemple, où les élections sont toujours bafouées, où le père est là, le fils est venu, les élections sont toujours là. Oui. Prenons par exemple cet exemple. Oui, c'est mieux, les élections mal organisées, c'est mieux qu'un pouvoir arraché par les armes. Très bien. Par principe. Merci. Ça, la presse doit être dans ce discours, moi je crois. Merci. Parce que de la démocratie dépend la liberté d'expression. Donc on ne doit pas applaudir un pouvoir d'exception de perdurer 10 ans s'ils veulent. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Moussa Traoré l'avait fait. Hein? Oui, en quelle année? Aujourd'hui, les temps ont évolué. Je crois que le sujet est très important. Et le frère, je ne sais pas, juste pour répondre au frère, mais ce qu'il dit, c'est un homme des médias, c'est un homme du terrain. Ce qu'il dit, il dit ce que pense le peuple, le bas peuple. Lui, il ne doit pas soutenir ça. Non, je crois qu'il le soutient. Non, il n'a pas soutenu, il a dit. Si. Mais il aura ses raisons. Et il n'a pas mis ça dans la bouche du peuple. Voilà, c'est la bouche du peuple. Et il parle de tube digestif. Voilà, ce sont des expressions assez choquantes. Voilà, c'est choquant. Je suis d'accord, mais il va rectifier ça après. Mais ce qui est important, combien de Maliens qui ont déjà démissionné de tous les partis? Si les partis politiques ne sont pas bons, tout le monde devrait unanimement démissionner. Chacun se lève matin, je suis plus membre de mon parti. On aurait dit que les partis sont mauvais. Ils sont dans leur parti. Ils n'ont jamais démissionné de ces partis et on dit que c'est les partis qui ne sont pas bons. Alors, qui sont ceux qui ne sont pas bons finalement? Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, lorsqu'il s'agit des campagnes électorales, quand bien même XW va exposer un projet de société fiable, il ne sera pas écouté. Celui qui voudrait aller aux urnes, certains disent « Donnez-moi 5 000 francs, donnez-moi 10 000 francs avant que je ne parte. » Aujourd'hui, on parle, comme on le dit, c'est le vrai débat. Mais demain, que fasse Dieu, que ces élections puissent avoir lieu. Vous allez voir dans tous les QG, c'est les mêmes qui vont remplir tous les QG. Il faut sortir de la démagogie, pour ne pas dire hypocrisie, pour tout le respect que j'ai pour moi-même et pour tout le monde, et le langage qui mérite d'être celui du respect vis-à-vis des téléspectateurs. Ayons le courage de sortir du langage de l'hypocrisie. Les partis politiques sont créés pour la conquête et la gestion du pouvoir. Il n'y a pas autre acteur de la scène politique que les partis politiques. Les militaires sont venus. Et là, je reconstitue l'histoire parce que nous sommes des acteurs du terrain en tant que des hommes de médias. Les militaires ne viendraient pas si ils n'avaient pas l'hypothèse de l'affrontement des pro-IBK et des gens de M5RP. Parce que la situation était de telle sorte que cela s'organisait pour être sur le terrain. Il fallait éviter. Et c'est là que l'intervention militaire a été loyalement saluée. Et maintenant, dire de ces militaires qu'il faut que vous restiez 50 ans, 60 ans, on leur fait du mal. On est en train de juger Dadis Camara là-bas. Les gens posent des actes, mais des années, ça les poursuit. Il faut éviter que nos frères
dont toute l'Afrique est fière aujourd'hui. Des dirigeants dont toute l'Afrique aujourd'hui se réclame. Et Assimi Goïta et ses frères et tout, tout le monde est fier d'eux. Il faut les aider à réussir leur mission et partir la tête haute. Très bien, merci Monsieur Touali. Rapidement, rebondissez sur je pense que dans la Constitution, il est dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Tout à fait. Lui, il parle d'une loi de 2000 qui autorise l'État à accorder, je ne sais pas, des indemnités aux partis politiques. Le financement. Le financement des partis politiques. Par rapport à ces financements, moi je pense que les partis politiques qui réclament aujourd'hui l'argent doivent avoir la sagesse vraiment de dire l'État traverse des moments difficiles. Il y a le problème sécuritaire qui est là. L'armée est en train de monter en puissance. L'État est en train de prendre payer des équipements. Je pense que les partis politiques devraient plutôt dire vraiment l'argent est en train d'aller ailleurs pour qu'on puisse organiser les élections. Si aujourd'hui ces partis politiques s'agitent pour réclamer l'aide aux partis politiques, je pense que ces partis politiques ne sont pas en train de faire preuve de sagesse. Et la plupart des sommes que les partis politiques la perçoivent, ces sommes vont dans les poches des leaders de ces partis politiques qui envoient leurs enfants au Canada. Moi j'ai les preuves, je ne vais pas rentrer dans certains détails sur ces preuves. J'ai les preuves. Et cet argent devrait plutôt servir à former les militants. Si les militants étaient bien formés, et les militants viennent aux urnes, je pense qu'ils auront la sagesse de choisir qui ils veulent, qui a un programme fiable. Si aujourd'hui, les militants vont devant les bureaux de vote, ils prennent 2 000, 5 000 francs, c'est parce qu'il n'y a pas de formation idéologique. Et l'argent est donné pour ces formations idéologiques. Je pense qu'on en a marre avec certains partis politiques. 30 ans de démocratie, voilà le résultat. La conséquence a été quoi? Un coup d'État en 2012, un autre coup d'État le 18 août 2020. Je pense que nous devons changer de montre. Personne n'a demandé la dislocation pure et simple des partis politiques. Et regardez, il y a combien de partis politiques? Plus de 200 partis politiques. On ne connaît même pas le nombre de partis politiques. Moi, je connais un parti politique qui est composé de 5 personnes. Le chef de famille, ses 3 enfants et son épouse. Mais ça, c'est quel genre de parti politique ça? Je pense que nous devons sortir de ça. Si les militaires ont investi les champs politiques, c'est dû encore une fois au comportement des leaders politiques. À chaque fois, quand un président vient au pouvoir, tout le monde va vers le pouvoir. Généralement, tout le monde adhère à la majorité. Et l'opposition qui reste, cette opposition, au lieu de critiquer pour que la majorité change, cette opposition travaille à ce qu'il y ait un coup d'État. C'est la politique du « toi je m'installe ». C'est ça le problème de ce pays. Donc c'est pourquoi nous disons il faut que les uns et les autres réfléchissent. Non, je ne me contredis pas. Si vous dites que c'est la politique de toi pour que je m'y mette. Et grâce à l'intervention militaire. Et c'est les politiciens qui ont instauré ça. C'est les politiciens qui ont instauré ça. C'est les politiciens qui ont amené ça. En même temps, vous faites l'apologie des coups d'État. Normalement, la majorité gouverne, le pouvoir critique. Je ne fais pas l'apologie des coups d'État. Bon, mais qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Supposons que je fasse l'apologie des coups d'État. Supposons que je fasse l'apologie des coups d'État. C'est des événements qui amènent les coups d'État. C'est pour le comportement des leaders politiques. Ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Les assises nationales de la refondation ont défini une nouvelle ligne directrice que le peuple malien devait suivre. Et si on suit cette ligne directrice, on va sortir de la spirale des coups d'État. Et je vais vous rappeler, vous prenez les dragons de l'Asie, des pays comme Singapour, la Corée du Sud, Taïwan. C'est des pays qui ont été développés, l'Indonésie, c'est des pays qui ont été développés par des dictateurs. Aujourd'hui, le Togo est un pays stable, vous l'avez rappelé. Personne le père a gouverné, le fils est en train de gouverner. Vous prenez le Tchad. Ça, les gens s'en prennent au Mali, je ne sais pas pourquoi. Moi je n'ai pas utilisé l'expression dictature. On n'a pas parlé de dictature. En grande pompe par le moi, je n'ai pas utilisé l'expression dictature. On sait comment il est venu. C'est Haroun Kabadi, le président de l'Assemblée nationale, qui devait succéder à Idriss Déby. Mais ça n'a pas été le cas. Mais on s'en prend au Mali parce que le Mali a décidé de changer de trajectoire. Non, s'il vous plaît, il a la parole. Non, pour terminer, ce que je vais dire, il faut que les partis politiques, il faut que les leaders des partis politiques comprennent que les choses sont en train de changer. Rien ne sera plus comme avant. Et qu'il ne peut plus être financé. Il ne peut plus. Si vous me demandez, on doit même supprimer ce financement aux partis politiques. C'est ce qui est même en train de compliquer la situation. Très bien. Alors, on peut vivre de ses propres moyens. Vous avez été compris, de ses propres ressources. C'est ça la vérité. Aussi longtemps que les partis politiques vont mal se comporter, il y aura des coups d'État au Mali. Et ce n'est pas le Mali seulement. Au Burkina, qu'est-ce qui est en train de se passer? D'autres pays vont suivre ces pays-là si nous ne faisons pas. Vous avez été compris. Et la communauté internationale n'a pas été responsable. S'il y a eu coup d'État au Mali et au Burkina, c'est dû à l'insécurité. C'est dû à l'insécurité.
sécurité, on nombrait morts. Pendant que les hommes politiques, c'est la coule douce, les militaires meurent au front, et voilà le résultat aujourd'hui. Il faut que la communauté internationale aussi s'assume qu'elle joue pleinement son rôle pour qu'on puisse sortir de ça. Et il y a ceci, c'est ça, il y a ceci, ça. Tant que nous ne sortons, tant que les leaders politiques ne s'assument pas, les partis politiques ne s'assument pas, nous ne sortirons pas de la spirale des coups d'État. Très bien, vous avez été compris, M. Badou. Hein, vous voulez rebondir en deux, trois mots? En peu de mots, quand on est républicain, il faut que la loi s'applique. C'est si simple comme de l'eau à boire. La loi. Ou on abroge la loi. Aujourd'hui, cette loi-là n'est pas encore abrogée. Elle existe. Noir sur blanc, qui dit que l'État, chaque année, alloue telle somme par rapport au budget aux partis politiques. Maintenant, que les partis politiques fonctionnent bien ou pas, ça c'est un autre débat. Ce n'est que ça que je voudrais dire. Et la politique, c'est pour des gens qui ont cette option, qui s'y sont engagés. La politique, ce n'est pas pour les militaires, ce n'est pas pour autres acteurs. C'est pour des gens qui s'y sont engagés, qui se battent. Ils sont faits pour les casernes. Tout à fait. Parce que l'armée, c'est toute la symbolique de la neutralité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, quand on tient ce discours, tant que les partis politiques ne se comportent pas bien, on fera des coups d'État. Je ne crois pas que ce soit bon. Pas au-delà, pas pour le Mali. Hein. Je raisonne au-delà. Oui. Ces discours-là qui tendent à applaudir les coups d'État dans nos pays, moi, je ne le soutiens pas. Ça me met vraiment très mal à l'aise. C'est du politiquement incorrect. En France, il y a eu un coup d'État. Vous n'avez pas la parole. En 58, il y a eu un coup d'État. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Bon, je m'étais. Voilà, j'attends mon tour. C'est tout ce que je Très bien, alors nous allons parler de la... Avant de parler de cela, allez-y vite. Mon frère Badou, c'est ça ce qui me plaît en lui, c'est son éloquence, et puis qu'il est bouillant, quand il veut une chose, il recule pas. Il est bagarreur. Il est bagarreur, c'est ce qui me plaît chez lui, et je l'admire beaucoup. Mais ce qu'il faut faire observer, nos frères qui sont aujourd'hui à la tête de cette nation malienne, il faut les aider à réussir leur mission. Il ne faut pas les pousser à s'éterniser. Pas du tout. Et demain, on ne leur rend pas service. Et demain, quand ils vont avoir des problèmes sur d'autres secteurs, c'est les mêmes là qui vont dire ceci ou cela. Il y a un exemple qui est terre à terre. Aujourd'hui, avant que le Premier ministre ne soit malade, tout le monde l'applaudissait. À chaque fois, les réseaux sociaux étaient bourrés. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens vous applaudissent et vous abandonnent demain. Il faut aider nos frères, dont on est aujourd'hui fiers. Assimi Goïta, tout le monde est fier d'Assimi, avec ses amis, le colonel, tout le monde les aime. Il faut les aider, les accompagner à réussir cette mission. Et les aider à sortir par la grande porte. Et ça, c'est dans un temps limité. Voilà. Très bien. C'est ça, on leur rend service. C'est les partis politiques qui peuvent les aider à sortir par la grande porte. Mais vous croyez qu'ils les aident pas? Certains partis politiques ont un autre agenda. C'est ça la vérité. Très bien, merci monsieur Badou. Quel agenda? S'il vous plaît, je suis le seul habilité à poser les questions ici sur ce plateau. Alors, nous allons parler de l'après-transition. Est-ce qu'on est en train de préparer l'après-transition? Après, quand les militaires vont partir, est-ce que la souveraineté, l'indépendance, l'autonomie dont nous parlons, est-ce que ça sera toujours d'actualité, M. Touali? Vous savez, la première base de l'autonomie de toutes les nations, c'est suffire soi-même. On a beau dire tous les mots du monde qu'on veut, si on ne se suffit pas, rien n'est possible. Les militaires ont bien fait de poser les bases, c'est-à-dire c'est comme si on dit les fondations de la souveraineté du Mali, du respect du Mali, pour ne pas dire le respect de toute l'Afrique. Ils ont déposé les bases. Le reste, quand les politiques vont venir, après la transition, il faut que pour qu'il y ait une certaine souveraineté, qu'est-ce que le Mali peut inventer? Comment le Mali peut transformer ses matières premières, le coton, comment on peut le transformer sur la place, le riz, comment on peut le produire en grande quantité pour se nourrir, comment on peut inventer des voitures ici, on va en fabriquer au Mali. C'est dans ça qu'il y a l'autonomie, au sens aigu du terme. Aujourd'hui, on parle de la Russie, c'est parce que ce pays s'est battu, il se prend en charge sur un terrain purement militaire. Ça, c'est un exemple que je donne. On parle de Corée, Corée du Sud, que ce soit Corée du Nord, et le Brésil qui n'était pas aussi
aussi le Brésil est rentré dans la cour des grands. Et les Indes, qui n'étaient rien, sont aujourd'hui dans la cour des grands. Il faut qu'on change de mentalité. On a beau faire des discours. Si on n'a pas des politiques qui peuvent nous permettre de développer, de construire, de réaliser, tout sera faux. Très bien. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette ligne aujourd'hui que vous soutenez à bras le corps? Non, la démocratie est irréversible. Ça, c'est une réalité. Mais il faudrait que les partis politiques, les leaders des partis politiques aient la sagesse de comprendre qu'il faut qu'ils s'associent à la transition pour que nous sortons de ces mauvais pas. Parce que vous ne pouvez pas poignarder quelqu'un dans le dos et aller dire qu'il est en retard, on n'arrive pas à appliquer le calendrier à ceci, cela. Mais en réalité, il faut que tout le monde se mette ensemble. Le doyen l'a dit et l'a répété. Je vais vous dire une chose. Le 26 mars 1991, quand il y a eu le coup d'État, quand ATT a été à la Bourse du Travail, il a dit aux leaders, aux jeunes, c'était les Moutakata de Alpha. Il y avait Maître Demba Diallo à l'époque. Il les a dit, prenez votre pouvoir. Maître Demba Diallo lui a dit, ATT, viens. Non, reste. Tu vas diriger la transition. Parce que si tu laisses la transition entre nos mains, là, nous allons nous casser la gueule ici, on ne va pas se comprendre. Et cette transition a duré combien de mois? 14 mois. ATT même l'a dit. Il a dit aux jeunes militaires à l'époque, en 2020, faites tout pour que la transition soit la plus courte possible. Djongouna les a dit la même chose. Moussa Traoré la même chose. Même le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a demandé à ce qu'il y ait une transition de 16 mois. Donc je pense que ceux qui sont actuellement au pouvoir connaissent les enjeux et je pense qu'ils auront la sagesse de terminer avec cette transition en février 2024. S'il n'y a pas autre chose. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est le retour de la sécurité. Et chacun doit s'y mettre. Et les leaders de partis politiques qui réclament l'air sous là, pour envoyer leurs enfants au Canada, qu'ils arrêtent avec ça pour le moment, jusqu'à ce que la sécurité revienne et qu'on organise les élections. Sinon, si on organise les élections dans ce contexte, Codem, Adema, c'est eux qui vont se lever pour dire ah non, les militants ont choisi leur candidat, c'est leur candidat qui a gagné les élections, on n'a pas pu organiser les élections à Galok, Antitabarada n'a pas pu organiser les élections. Je pense que nous devons sortir de ça, qu'ils arrêtent de nous tympaniser avec cette affaire de financement des partis politiques. On ne leur donnera rien. L'argent va aller vers l'armée jusqu'à ce que la sécurité revienne. Vous êtes décideur. Vous êtes conseiller à la primature. Voilà. Fabrice, je crois que il faut aimer nos pays. Il faut qu'il y ait de véritables patriotes. Comme grand frère Monoko Toali l'a dit, il faut que nous travaillions. Dans nos pays, on ne travaille pas. C'est l'un des problèmes. Hein. C'est assez terre à terre, mais on veut vivre le crochet de l'État. On veut la facilité. Beaucoup d'acteurs veulent la facilité. Badou, y compris les leaders des partis politiques. Ils veulent être à la mamelle du pouvoir. Les partis politiques sont à l'image d'un pays. Chacun va aller travailler. Je répète, les partis politiques, c'est à l'image d'un pays. Le fait de doiter, c'est eux là. C'est trop facile. C'est à l'image d'un pays. Et ils savent que c'est eux. Vous n'avez pas la parole, M. Badou. Et il disait que les partis politiques poignardent le pouvoir dans le dos. Je ne sais pas comment il peut détailler ça, comment il peut... Aujourd'hui, les partis politiques se sont associés. Le cadre, par exemple, qu'on appelait cadre pour une transition réussie, cadre de partis politiques, etc., se sont transformés pour changer de nomenclature, cadre et regroupement des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ça veut dire qu'ils se battent pour accompagner le pouvoir. Pour bouffer normalement, hein? Non, pour accompagner le pouvoir à sa sortie. Parce qu'ils sont là pour, comme grand frère l'a dit, pour une transition de nature courte. C'est le retour à l'ordre constitutionnel normal qui stabilise le pouvoir, qui fait que tout redémarre. Et on doit travailler pour s'inscrire dans la dynamique de réaffirmation de notre souveraineté. Tant qu'on a des prêts pour notre école, des prêts pour l'agriculture, des prêts pour manger, on ne sera pas indépendant. La souveraineté sera factice. Cette souveraineté... Après 30 ans de démocratie, regarde l'état de nos routes, regarde l'état de nos hôpitaux, regarde nos écoles. Ça, c'est les partis 30 ans de démocratie. C'est les partis politiques. C'est les partis politiques. C'est les partis politiques qui... À part le règne d'ATT où on a parlé de consensus, même là, c'était les partis politiques. Parce qu'il a dirigé avec les partis politiques. Nous terminons avec le dernier sujet de ce débat qui, entre-temps, était un peu houleux. Insécurité dans les régions du Nord, Gao, Tombouctou, Médaka. Il y a des enlèvements au jour le jour. Qu'est-ce qu'il faut faire, Badou? Voilà, quand il s'agit de dire la vérité, il faut aussi dire la vérité. Voilà, il ne faut pas perdre. Donc là-bas, avant tu actuellement, il faut le dire, ça ne va pas du tout. Sur le plan sécurité, c'est vrai qu'il y a eu certaines améliorations. L'armée est en train de remonter vers la partie du sud-est et du nord-est. Mais il faut reconnaître qu'au niveau de Ménéka et de Gao, il y a du travail à faire.
vraiment sur le plan sécuritaire, les gens se plaignent beaucoup. Il y a même eu des opérations ville morte pour attirer l'attention des autorités. Ça, c'est une réalité. Mais nous osons espérer qu'au finish, l'armée pourra vraiment quadriller l'ensemble du territoire. Parce que, vous savez, 1 241 238 km², pour quadriller tout ça, ce n'est pas facile. Parce que récemment, même quand il y a eu des attaques vers, je ne sais pas, vers Yélimané, il y a eu des attaques où il y a eu des échanges de tirs entre gendarmes et terroristes. Donc c'est pour vous dire que les terroristes aujourd'hui ont été vaincus. Maintenant, ils se dispersent dans la nature, dans ce contexte de guerre asymétrique, pour pouvoir terroriser la population. Les terroristes ne sont plus en mesure de lancer des vastes offensives contre nos bases militaires. Donc c'est des groupuscules de terroristes vraiment qui essayent d'effrayer les gens. Il faut lutter contre ça. Et il faut tout faire pour que les champs et autres là puissent être protégés. C'est le moment des récoltes. Donc, les terroristes, vous ne verrez jamais 500 terroristes à moto, mais avec ça suffit. Mais ils montent sur des saniliques, 4-5 terroristes, ils ont des armes, ils viennent là où il n'y a pas de forces de sécurité, ils sèment la terre, ils brûlent les récoltes, ils prennent la fuite. Donc tout ça c'est pour dire que il y a du travail à faire et ce travail ne peut être fait que si les partis politiques renoncent à leur financement. Ils n'ont qu'à laisser ce financement de côté et donner de l'argent aux militaires. Très bien, merci. Voilà, ce sera le dernier sujet. Qu'en pensez-vous réellement sur l'insécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je pense que tout le monde, comme il a bien dit, hein, le frère l'a dit, que tout le monde s'unisse, aide le pays et au niveau de la sécurité, soutenir l'armée qui se bat toujours. Je salue les forces de défense et de sécurité. Et dire pas chaque début du mois nous convoque au point de presse pour faire... Ils ont même peaufiné un plan de sécurisation des élections. Et donc, je salue dire pas aussi pour ses efforts et tout ce qui se passe. Il faut qu'on accompagne et que chaque citoyen soit en alerte. Et que aussi, que ce soit les partis politiques, les sociétés civiles, même les religieux se mêlent pour vraiment régler. Voilà. Merci beaucoup. Question liée à l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, j'ai comme l'impression qu'on met trop l'accent sur le tout sécuritaire. Je crois, hein, je peux me tromper, même depuis la transition, c'est le tout sécuritaire. On a acquis des drones, on a acquis des aéronefs, mais au temps du régime d'Ibeka, il y avait le professeur Dioncounda Traoré qui était nommé représentant spécial du chef de l'État pour le dialogue sur la sécurité au centre, ou bien après il y a eu Django Sissoko, je crois. Il y a eu les initiatives de Mamou Diko. Ça, je ne dis pas les mêmes personnes, mais c'est des initiatives qu'il faut saluer. Parce que aujourd'hui, il y a le grand banditisme, les enlèvements là. Je ne crois pas que c'est véritablement quelque chose de terroriste. Il y a du grand banditisme, des violences, que des criminels dispersés. Je crois que quand on trouve l'aspect social, le développement, créer des emplois, initier des activités génératrices de revenus, des produits maraîchers, etc., dans des villages, dans des zones, je crois que ça peut occuper davantage les gens qui sont déboussolés, qui, entre-temps, avaient pris les armes, mais après, ne se retrouvent plus arrivés à faire des enlèvements. Il y a le processus DDR aussi. Hein. Il faut le renforcer. Je crois qu'il piétine. En tout cas, je n'ai pas trop de détails. Même le CSA, le comité de suivi de l'accord, piétine. Il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a pas... La mise en œuvre de l'accord traîne. Il y a un attentisme. Je crois que cet aspect-là, acquérir de l'armement, c'est bien, c'est très bien, mais il faut renforcer l'autre aspect pour occuper les gens, faire des actions sociales davantage pour occuper, et puis le dialogue intercommunautaire pour désarmer les gens, pour que les gens, l'insécurité baisse à l'intérieur. Très bien. Mais la nature a horreur du vide. Nous sommes à la fin de cette émission. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il faut tout ça, mais la nature a horreur du vide. Il faut que les services sociaux de base retournent dans ces zones-là. Et comment? Il faut que l'armée retourne dans ces zones-là. C'est ça. Quand il y a l'armée, il y a la stabilité. Il y a des centres de santé. Il y a des activités génératrices de revenus. Il n'y a aucune raison que les femmes ou les jeunes rallient les terroristes. Tout tourne autour du tout sécuritaire. Je pense que tout tourne autour de ça. Très bien. Les partis politiques là, les financements... Très bien, vous avez dit. Il faut laisser les partis politiques souffler un peu. On va payer des drones avec ça. Très bien. Votre mot de la fin, M. Bruno. Ils n'auront rien. Badou insiste en disant même que l'État a des difficultés. J'observe que l'État a des difficultés, mais il y a des budgets d'institutions qui ont augmenté. Donc, ce n'est pas assez fondé de soutenir cet argumentaire-là. L'État a des difficultés, donc les partis politiques qui ont ce financement appuyé par la loi. Donc, ce n'est pas assez équilibré, cet argumentaire-là. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot. Oui, moi, je n'ai pas autre chose que de souhaiter que tout le monde s'unisse
pour aider la transition, pour que la transition réussisse sa mission. Moi, c'est mon souhait. À brève échéance. Merci. Oui, Moi, mon dernier mot, le Mali est notre patrimoine commun à nous tous ici. Œuvrons pour que la transition puisse finir. Je pense que ceux qui sont au pouvoir sont en train de voir ce qui se passe en Guinée. Ils auront la sagesse de respecter le calendrier électoral. Ceux qui pensent que nous sommes là pour soutenir la transition, pour que la transition se finisse, ce n'est pas vrai. Nous, ce que nous disons, il faut que les partis politiques accompagnent la transition pour qu'on finisse, il y ait des élections crédibles et transparentes. Très bien, merci. Parce qu'il n'y a pas d'élections crédibles et transparentes, il y aura un autre coup d'État. Parce que ce sont ces mêmes partis politiques qui vont aller investir le boulement de l'indépendance pour dire qu'il y a eu fraude, il y a eu ceci, cela. Il faut revenir sur les élections. Bon, les manifestations vont commencer, l'armée va encore prendre le pouvoir. Donc, pour qu'on sorte de ça, que les partis politiques laissent tout de côté pour que les réformes puissent arriver à bon port, qu'on organise des élections crédibles et transparentes, que ces partis ne disent pas demain que la transition a soutenu tel candidat, pour que ces candidats viennent au pouvoir. très bien, merci beaucoup. Voilà, mais encore une fois, Vous avez qu'ils été ne renoncent compris, à ces monsieur financements. Badou. Merci. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, cette émission Ils n'auront s'achève pas cet ainsi. argent. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de Merci. nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures de ce débat. Merci une fois encore. C'est Dieu qui demeure fort. Retenez-le.